Madame, Monsieur, bonjour. Un appel ou encore le cri de cœur des femmes leaders du G5 Sahel. Une interpellation lancée à l'endroit des décideurs politiques. Il faut un respect de leurs engagements dans la prévention et la résolution des conflits. Les travaux ont été dirigés par l'épouse du chef de l'État et c'est ce que nous voyons en ouverture de cette édition. Au Brésil, l'ancien président Lula da Silva pourrait se voir libéré dans les jours à venir. Une décision des juges de la Cour suprême a déclaré inconstitutionnel l'emprisonnement avant épuisement des voies de recours d'un présumé. Une décision favorable à près de 5000 prisonniers dont Lula da Silva. Ses avocats ont déjà introduit une demande de libération. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Présidé par l'épouse du chef de l'État, Sika Kaboré, les travaux du colloque international sur le rôle et la responsabilité des femmes leaders du G5 Sahel dans la réconciliation et la cohésion sociale dans un contexte de lutte contre le terrorisme se sont soldés par un appel dit de Ouagadougou, un appel qui interpelle décideurs politiques, institutions internationales et femmes leaders pour qu'ils assument et respectent leurs engagements dans la résolution et la prévention des conflits pour un meilleur devenir des populations africaines. Le point avec Gérard Sommet et Aimé Solange Guigma. Une minute de silence observée à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste perpétrée dans la région de l'Est à l'entame de cette cérémonie de clôture du colloque international. Au regard de la recrudescence du terrorisme et des crises communautaires au Sahel et au Burkina, les femmes leaders lancent l'appel de Ouagadougou aux décideurs politiques et aux institutions internationales à l'issue des 3 jours d'échange. Pour le respect de leurs engagements internationaux et nationaux relatifs à l'implication effective des femmes dans les processus de prise de décision et de gestion de conflits en appliquant efficacement les résolutions pertinentes, la 1325, la 1820, la 2085, la 2106, la 2122, la 2242, etc. C'est aussi un appel pour des projets de société qui prennent en compte les valeurs africaines permettant de vivre dignement et dans la paix. Il interpelle également les femmes leaders. Pour assumer leurs responsabilités, en jouant pleinement leur rôle dans la prévention et la résolution des conflits, pour prendre le relais de cet appel et agir à tous les niveaux, dans tous les espaces possibles. Pour le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, représenté par le ministre en charge de la décentralisation, il n'est pas question de céder à l'épuisement et au désespoir. Nous devons plutôt nous armer de courage et de détermination en étant vigilants les uns sur les autres pour sauver la patrie en danger. Plus que jamais, nous devons nous unir malgré nos différences et nous focaliser sur ce qui menace aujourd'hui notre survie commune. C'est pourquoi je sollicite des partenaires techniques et financiers intervenant sur ces questions de s'approprier vos recommandations en vue de leur mise en œuvre à travers une feuille de route. Les objectifs non seulement ont été atteints, mais au regard de l'intensité des échanges et vraiment de l'ouverture des participants à se confier, à parler de leur propre vécu, de leur expérience, je crois pouvoir dire sans risque de me tromper que nous avons même été surpris par le niveau d'atteinte de ces objectifs. Il est très élevé et nous ne pouvons que nous en féliciter. Les participants recommandent également le renforcement de l'identité nationale et du leadership féminin dans tous les pays membres du G5 Sahel et le renforcement des capacités institutionnelles du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Et les jeunes également qui s'engagent pour venir à bout de l'extrémisme violent, du chômage, de la toxicomanie et de bien d'autres maux
Cela pourrait passer par l'adoption d'une démarche commune, une démarche qui serait propre à la jeunesse du G5 Sahel. Et c'est ce qui conduit à la rencontre de 72 heures initiée par le ministère de la Jeunesse au profit des organisations de jeunes de la région du Nord. Elle se familiarise à la stratégie intégrée jeunesse du G5 Sahel et devrait à l'issue des échanges se doter d'un référentiel. Irénée Kaboré et Abdoul Rasmane Zongo. Ils appartiennent à des organisations de jeunes issus de toute la région du Nord et sont ici à Ouayouguia en formation de 3 jours sur la stratégie intégrée jeunesse du G5 Sahel. La stratégie, c'est que dans le cadre du G5 Sahel, les chefs d'État ont instruit les ministres en charge de la jeunesse de voir dans quelle mesure on peut avoir un référentiel qui va permettre la promotion de la jeunesse. Voir quelles sont les préoccupations auxquelles ces jeunes et ces femmes sont confrontés et dégager également les actions ou des activités à mettre en œuvre pour répondre à ces préoccupations. Il y a la question de l'extrémisme violent, il y a la question de l'employabilité, il y a la question de la protection des jeunes même contre donc la consommation de stupéfiants. Cette formation est la bienvenue. La stratégie est en train de chercher des voies et des moyens pour trouver des solutions adéquates pour cette jeunesse qui est vraiment en difficulté, problème d'employabilité, tout ça. Cette rencontre de 72 heures est initiée par le ministère de la Jeunesse en partenariat avec le système des Nations Unies afin de contribuer davantage à la sensibilisation, à la formation, mais également à la responsabilisation des jeunes. Et relativement à l'actualité sécuritaire et avant de poursuivre cette édition, nous portons à votre connaissance ce communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou suite à l'attaque du convoi de la mine d'or de la société Semafo SA le 6 novembre 2019 sur l'axe Ouagou-Bungu dans la région de l'Est, province du Gourma. La brigade spéciale des investigations antiterroristes et de lutte contre la criminalité organisée a été instruite d'ouvrir une enquête de flagrance. Dans le cadre de cette enquête, 38 corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital de district de Bogodogo. Nous informons les populations et les familles des victimes que des actes médicaux légaux, notamment des examens de corps, doivent être accomplis sur les dépouilles mortelles pour les besoins de l'enquête judiciaire et pour permettre la délivrance de certificats de décès par le médecin légiste. Par conséquent, nous prions les parents des victimes de bien vouloir attendre qu'un communiqué ultérieur les invite à procéder à l'identification et à l'enlèvement des corps. Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes décédées et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Et c'est fait à Ouagadougou par le procureur du Faso, Yoda Aruna. Dans les zones à fort défi sécuritaire, justement, quel type et quel rythme de développement adopter pour l'éducation non formelle? La problématique est au cœur de la 9e Assemblée générale du Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Les travaux se tiennent depuis hier et s'achèvent ce 8 novembre. La cérémonie d'ouverture avec Issa Ouedraogo et Olopoda. Plus de 147 000 apprenants, dont 69% de femmes, ont été formés dans environ 5 000 centres d'alphabétisation ces 2 dernières années. C'est le bilan fait par le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle à l'occasion de sa 9e Assemblée générale. À travers cette Assemblée générale, nous avons examiné un certain nombre de documents. Nous attendons des conclusions de cette Assemblée générale, des pistes de réflexion, mais en lien aussi avec donc, la stratégie de développement de l'éducation dans les zones à défis sécuritaires. Des résultats certes satisfaisants, mais les défis sont encore énormes dans un contexte sécuritaire difficile. C'est pourquoi les différents acteurs à cette Assemblée générale vont mener la réflexion autour du thème « L'éducation non formelle dans un contexte d'insécurité ». Quelle stratégie opérationnelle pour renforcer la résilience dans les zones à fort défi sécuritaire? Les difficultés que nous avons, c'est les difficultés de financement. Comme on l'a indiqué, nous avons assisté depuis 2011 à une baisse tendancielle de financement de nos ressources pour pouvoir financer les centres de formation. Vous savez très bien que le financement provient de l'État qui fait de gros efforts, il faut le dire, mais également de nos partenaires techniques et financiers
dont certains ne financent plus l'éducation non formelle, malheureusement, mais également du secteur privé et d'autres partenaires. Ces acteurs ont la charge de trouver des voies et moyens pour renforcer la résilience des populations. Question de promouvoir l'éducation non formelle sur toute l'étendue du territoire. Autre point de l'actualité, la tenue prochaine à Ouagadougou des journées de l'entrepreneuriat burkinabé. Elles sont une plateforme d'information pour les petites et moyennes entreprises à travers la mise en relation des porteurs de projets avec les institutions financières. Les contours de cette édition ont été déclinés par les organisateurs au travers d'une conférence de presse que nous résume Maxime Zongo. Créée pour appuyer le développement du secteur privé, la maison de l'entreprise par le canal des journées de l'entrepreneuriat permet aux acteurs économiques de nouer des relations d'affaires. L'événement qui marque cette année sa 14e édition aura pour thème central de réflexion l'entrepreneuriat agricole, quelle opportunité pour les jeunes et les femmes. Le développement économique du Burkina Faso aujourd'hui, le secteur d'activité qui a le plus de potentialité, c'est bel et bien l'agriculture. Le gouvernement l'a comme priorité, le secteur privé l'a comme priorité. Il s'agira pour nous donc au cours des journées de l'entrepreneuriat burkinabé pour la 14e édition de réfléchir profondément sur cette thématique afin de permettre aux gens, aux uns aux autres de savoir que dans l'agriculture, il y a encore de la matière. Les journées de l'entrepreneuriat destinées à mettre en relief l'importance du secteur privé dans la création des richesses et de l'emploi va cette année encore se décliner en plusieurs activités. Des séances de réflexion, mais aussi des récompenses aux acteurs les plus méritants. Nous aurons d'abord des échanges sur des thématiques précises et qui sont en rapport avec le grand thème, notamment l'entrepreneuriat agricole. Nous aurons des sessions de B2B à travers un salon que nous allons organiser. Nous avons également comme troisième activité phare la nuit du mérite. Les journées de l'entrepreneuriat burkinabé, régulièrement organisées depuis 2006, auront, selon le directeur général de la maison de l'entreprise, permis de nouer plus de 5000 contacts entre porteurs de projets et partenaires financiers. 270 projets primés. L'édition de cette année, la 14e du genre donc, aura lieu du 13 au 14 novembre prochain au CIAO, ici à Ouagadougou. Intégrer la lutte contre le VIH-Sida dans les différents plans de développement pour vaincre la pandémie à l'horizon 2030 comme fixé par la communauté internationale. Et pour atteindre cet objectif, le secrétariat permanent du Conseil national de lutte échange avec les forces vives de la région des Cascades, une rencontre qui sert aussi de cadre de plaidoyer. Le compte rendu de Siriki Milogo et Ali Traoré. Image à l'appui, le chef d'antenne du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST des Cascades donne la situation épidémiologique dans cette partie du Burkina. De cette communication, il ressort que la région des Cascades enregistre un taux de prévalence de 1,5% contre 0,7% sur le plan national. Une situation préoccupante qui s'explique par plusieurs raisons. Il s'agit essentiellement de la prolifération des sites aurifères. Nous avons aussi beaucoup de sites touristiques qui drainent du monde, tant des nationaux que des expatriés. Au-delà de tout ça, il y a que nous constituons une zone frontalière, une zone carrefour, et nous faisons frontière avec 2 pays. Pour inverser cette tendance, face à la raréfaction des ressources de financement extérieur, le SPCNLS-IST plaide pour une prise en compte du volet lutte contre le VIH-Sida dans les différents plans de développement. Nous avons, à l'issue de la rencontre de plaidoyer que nous avons eue ce matin, remarqué donc, des acteurs motivés et des acteurs qui ont eu une information, certains ne l'avaient pas,
ceux qui l'ont eu à l'unanimité disent avec nous qu'effectivement il y a quelque chose à faire au niveau de leur région pour que les choses aillent de l'avant. En rappel, 2030 est l'horizon fixé par la communauté internationale pour l'élimination du VIH-Sida. Et pour atteindre cet objectif, le Burkina s'est doté d'un cadre stratégique national Sida 2016-2020. Un plan chiffré à plus de 119 milliards de francs CFA. Nous restons dans le registre de la santé pour annoncer que le syndicat de la santé humaine et animale suspend son mot d'ordre de grève à compter de ce jour. Toutes les actions de lutte sont suspendues suite à l'intervention d'un groupe de médiatrices et à l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre les engagements pris. En rappel, le secteur de la santé est paralysé depuis près de 6 mois par des mouvements sociaux lancés par les syndicats pour exiger la mise en œuvre du protocole d'accord signé en 2017. Dans le volet de la culture, le Fonds de développement culturel et touristique renforce les capacités des porteurs de projets pour son appel à projets. Plusieurs modules sont dispensés à ces derniers et ce sont plus de 140 millions qui sont mis à leur disposition, ce qui justifie ainsi la formation pour une utilisation efficiente du financement. Adama Guiti et Amadou Marcelto. Le Fonds de développement culturel et touristique face aux bénéficiaires de son 3e appel à projet. Objectif, échanger avec ses porteurs de projets sur les conditions et les modalités afin de garantir une mise en œuvre efficace et réussie de leurs projets. C'est d'outiller donc ces promoteurs-là pour qu'ils aient les capacités nécessaires pour une gestion efficiente des projets qu'eux-mêmes ils ont conçus, déposés. 2 jours durant, ces acteurs du monde culturel seront outillés à travers un programme d'enseignement varié. Le premier module, c'est la gestion du projet. Il y a le contrat sur lequel les gens seront formés, le contenu donc de la convention entre le promoteur et le fonds. Il y a la gestion financière et comptable et il y a le système global d'administration des projets. 18 mois sont accordés aux bénéficiaires pour mettre à exécution leur projet. Le 4e appel à projet est prévu pour le 15 novembre prochain. Une bonne utilisation des fonds comme le fait le scénariste Nora Ogo Sawadogo avec la mise prochaine sur le marché de sa série Le député de la cité. La série est actuellement en tournage et elle a bénéficié de l'appui financier du programme commun d'appui à l'Assemblée nationale. 40 acteurs pour 26 épisodes de 26 minutes chacun avec pour objectif de faire découvrir le travail de député et créer une histoire autour de l'Assemblée nationale. Le clap de tournage donné ce 1er novembre avec Oscar Soulama et Pascal Kane. Ça tourne s'il vous plaît. Action. Alors, SG. C'est parti pour le tournage de la série Les députés de la cité, une série télévisuelle qui veut sensibiliser sur le rôle et le travail du député. Une idée originale de Nora Ogo Sawadogo. Cette série est née de l'idée que aujourd'hui nous élisons de façon ce que le texte veut. Donc en gros, c'est ce que je fais. Dans les députés de la cité, Monique Zongo et Mindiga jouent le rôle de député. J'ai remplacé un député qui est parti. Il trouve qu'il n'y a pas d'argent. Il est commerçant. Et donc lui, il gagne mieux. Ce qu'il gagne par jour là, ça vaut son salaire de député, donc il n'a rien à foutre. Et il est parti. Le rôle que je joue dans la série Député dans la cité, c'est le rôle d'un député opposant, de l'opposition modérée et conservateur. On découvre aussi des lois, comment ça fonctionne à l'hémicycle. Et maintenant, pour la restitution,
nous ajoutons un peu de l'humour, un peu d'artistique pour que ce ne soit pas du copier-coller pour la population. Alassane Dakisaga, lui, incarne le rôle du président de l'Assemblée nationale, un défi que l'acteur compte relever avec brio. Nous faisons aussi notre part de sensibilisation pour que l'on puisse savoir que les députés, quand même, ce n'est pas comme on a l'habitude d'entendre, c'est votez-moi, on va faire ceci, on va faire cela. Bon, c'est pour dire quand même que les députés ne doivent pas être démagogues. La série Les députés de la cité est financée par le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina, PROCAB. Réau dans le Sanguier a célébré les retrouvailles et l'amitié à travers une foire de 96 heures. La culture y a été pleinement célébrée à travers les chants, danses et spectacles humoristiques et bien sûr la gastronomie. L'ambiance des retrouvailles des ressortissants de la province immortalisée par Jean-Eudes Bayala à la caméra et la plume de Amadou Marcel Tou. Retrouvailles Réau a tenu toutes ses promesses. En plus de son volet développement, le festival dresse un plateau artistique diversifié dominé par le binon au village des Retrouvailles. De quoi égayer les festivaliers. C'est propre, il y a l'ambiance, c'est bon, c'est des retrouvailles vraiment. C'est le Burkina qui gagne dans sa culture. Oui, c'est à cause des retrouvailles, mais ce qui m'a agité, ce qui m'a permis de me lever actuellement, c'est le son qu'ils ont voulu chanter tout à l'heure. Pendant 4 jours, boire et manger ont fait bon ménage. Les rencontres se multiplient, les idées aussi, avec au bout l'idée de distraction. Je viens de voir une promotion de classe que j'ai vue depuis C2. Donc je vais dire, ce que je peux dire à Retrouvailles Réau, c'est longue vie à Retrouvailles Réau, que Dieu nous donne la force de continuer. Le papa est Gourou-Si, la maman est Yassé. Vous-même vous le savez, Gourou-Si ne sait pas parler. Vous le savez, Yassé ne sait pas parler. Ils ont voulu un enfant, vous-même vous le savez. L'enfant qui va sortir là, c'est un petit Laurent Bado. Ah, c'est génétique. Promotion des produits locaux, des mets locaux et de la culture locale en général, les Retrouvailles Réau 2019 ont par ailleurs fait une ouverture sur la parenté à plaisanterie. Bon, les camarades de Bissa sont là, vraiment c'est super, c'est super. Ce sont les chefs. Et il faut encourager. Moi je demande qu'on encourage le festival. Ça c'est du jamais. Moi c'est du jamais vu. À l'intérieur, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et il faut encourager. Le festival soufflera ses 10 bougies en 2020. À cette 9e édition, le comité d'organisation annonce déjà les couleurs avec des artistes internationaux à côté des stars burkinabés. Dans l'actualité hors de chez nous, la décision chamboule le monde judiciaire au Brésil. 6 des 11 juges de la Cour suprême ont déclaré inconstitutionnel l'emprisonnement d'un prévenu avant épuisement des voies de recours. La décision est dès lors favorable à la libération de près de 5000 prisonniers, dont l'ancien président Lula da Silva. Ses avocats ont d'ores et déjà introduit une demande de libération. Un coup de tonnerre au pays de Jair Bolsonaro. La plus haute juridiction du Brésil a jugé inconstitutionnel l'emprisonnement avant épuisement de tous les recours d'un prévenu, même si sa condamnation est confirmée en appel. Une jurisprudence qui a permis de mettre 5000 personnes en prison, y compris l'ancien président Lula da Silva. Autant dire qu'au Brésil, la décision des 11 juges de la Cour suprême était très attendue. Elle a été obtenue après de longs débats sur un score serré de 6 à 5 voix. La libération des détenus concernés, donc de l'ancien président Lula, n'est cependant pas automatique. Mais une demande de libération immédiate a été annoncée par ses avocats. Son parti, le PT, s'est félicité de cette nouvelle, tout comme le président de l'Argentine. Lula est en prison depuis 579 jours pour corruption, même s'il dispose encore de recours devant des tribunaux supérieurs. Le recrutement prochain de volontaires contre le terrorisme dans les zones sous menace, c'est l'une des mesures annoncées hier par le chef de l'État dans son adresse à la nation. Eh bien, la nouvelle fait la une de l'ensemble des quotidiens comme il fallait s'y attendre. Le constat et les analyses dans la revue de presse signée Vincent Kendrebeu. À la une de l'Observateur Palgar, Roch veut recruter des volontaires pour la défense.
L'heure est grave et selon l'Obs, cette expression n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui avec un interminable cauchemar dans lequel les Burkinabés sont plongés depuis des années. Cette mesure vient comme une suite favorable à l'appel des habitants de Kongoussi qui, il y a quelques semaines, appelaient de tous leurs vœux l'organisation de la résistance populaire. Beaucoup y avaient émis des réserves et redoutaient un agenda caché derrière ce volontarisme. Évidemment, le risque n'est pas à négliger, mais pour l'observateur Palga, il est sûr que le locataire de Kossiam a dû peser et sous-peser les risques afin de s'entourer de toutes les garanties pour éviter que le remède ne soit pire que le mal. Peut-on gagner vraiment cette guerre oblique, indirecte, ondoyante et meurtrière? Oui, et le chef suprême des armées en est convaincu, selon Aujourd'hui au Faso. Le président du Faso s'est emparé du tambour de guerre pour appeler les volontaires à l'enrôlement contre les ennemis du Burkina. Pour Aujourd'hui au Faso, cet appel fait suite au volontarisme déjà exprimé à Kongoussi, mais aussi à la récente invite du Larlé Naba qui s'apparente à 20 millions de Burkinabés, 20 millions de soldats pour la défense de la patrie. En français facile, militaires à la retraite ou radiés, civils se sentant l'âme de combattant, le chef de l'État vous appelle. 4 ans passés et les Burkinabés ne savent toujours pas qui sont ces individus armés non identifiés qui les attaquent, commandent le pays. Et l'hécatombe de Bungu vient rajouter à la vive douleur. Mais au-delà du choc émotionnel, le peuple burkinabé doit rester fort, digne et courageux pour suivre le pays. Car c'est la résilience du peuple burkinabé que les ennemis de la nation cherchent à briser avec des attaques dont les fondements vont au-delà de la simple question djihadiste. Restez debout malgré tout, clame le journal. Restez digne, ajoute Sidoya. Chaque Burkinabé se doit d'être artisan de la libération du pays pour l'histoire. Pour la génération future, aucun sacrifice ne sera de trop, poursuit le journal, afin de continuer l'action de fortification de la nation, là où nous avons pris le relais de nos devanciers, conclut Sidoya. Avant de nous quitter, je reprends pour vous ce communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou suite à l'attaque du convoi de la mine d'or de la société Semafo SA le 6 novembre 2019 sur l'axe Ouragou-Bungu dans la région de l'Est, province du Gourma. La brigade spéciale des investigations antiterroristes et de lutte contre la criminalité organisée a été instruite d'ouvrir une enquête de flagrance. Dans le cadre de cette enquête, 38 corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital de district de Bogodogo. Nous informons les populations et les familles des victimes que des actes médicaux légaux, notamment des examens de corps, doivent être accomplis sur les dépouilles mortelles pour les besoins de l'enquête judiciaire et pour permettre la délivrance de certificats de décès par le médecin légiste. Par conséquent, nous prions les parents des victimes de bien vouloir attendre qu'un communiqué ultérieur les invite à procéder à l'identification et à l'enlèvement des corps. Nous présentons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes décédées et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. C'est signé le procureur du Faso, Yoda Aruna. Et c'est ainsi que nous refermons l'édition de cette mi-journée. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve demain, Dieu voulant.